29 juillet 2023. Nous sommes aux États-Unis, à Salt Lake City. Et c'est parti, le combat est prévu en 5 rounds de 5 minutes. Il y a une ceinture en jeu, la ceinture BMF. Dans la cage, il y a deux légendes des moins de 70 kilos qui s'affrontent pour la ceinture honorifique de Baddest Motherfucker. Deux Américains, Justin Gaethje en short clair et Dustin Poirier en short foncé. Tous deux sont réputés pour être d'authentiques guerriers. Alors on s'attend à un combat intense pendant 5 rounds, quand au début de la deuxième reprise. Le seul problème dans tout ça, c'est Charles Do Bronx Oliveira qui lui a battu tous les... Oh, il a mis KO sur un kick. Wow. Un coup. Un kick, il a éteint Dustin Poirier littéralement. Quel high kick. Quel high kick. L'un des KO de l'année 2023. Un high kick magistral. C'est magnifique ce que vient de nous faire Justin Gaethje. Vous l'avez dit, hein, Justin Gaethje, il a évolué. Il a évolué et là on le confirme sur ce combat. On voit son évolution, les progrès qu'il effectuait, notamment dans son striking. Une ouverture, il a fait la différence. Victoire par KO. Le nouveau BMF champion. Je sais pas s'il garde la ceinture tout à l'heure après. Gloire à Gaethje, toutes les lumières sont braquées sur lui. Mais, et Poirier dans tout ça? Ah ben là, plus personne pense à lui à ce moment-là. On est surtout très loin de s'imaginer ce qu'il va affronter après ça. Ce chaos spectaculaire, il a quelles conséquences pour Dustin Poirier? Pas le combattant, hein. Dustin Poirier, l'homme derrière le combattant. C'est cette histoire que nous allons évoquer ensemble dans ce deuxième épisode de Go Fighting. Cette histoire, elle a joué un rôle important dans ma décision de lancer un podcast dédié au mental dans le MMA, à la préparation mentale des combattantes et des combattants, à l'optimisation de leur performance bien sûr, mais à leur santé mentale également. Je vais te proposer de l'écouter plus longuement à la fin de cet épisode, ce témoignage de Dustin Poirier, parce qu'il est à la fois symptomatique et saisissant. Il illustre parfaitement le challenge que représente le mental pour un fighter. Fût-il un champion de la dimension de Dustin Poirier, avec l'entourage que ça implique. Tu verras surtout que Dustin Poirier n'est pas un cas isolé. Loin. Très loin s'en faut. Dans l'univers du MMA, on parle rarement de ce qui se passe dans la tête des athlètes. Être combattante, être combattant, c'est l'une des choses les plus difficiles que je connaisse mentalement. Il faut des capacités mentales très supérieures à la moyenne pour entrer dans une cage face à une personne qui est déterminée à nous arracher la tête. Mais la cage, ce n'est qu'un écran de fumée. Ce qui se passe derrière tes gants, en fait, c'est ça ton vrai combat. Parce que les coups, tu les encaisses, oui. Mais qui encaisse tes souffrances silencieuses ? La pratique du MMA, elle exerce un impact considérable sur la santé mentale des athlètes. Des études récentes nous permettent de quantifier concrètement leurs effets. Il y a d'abord celle menée par le Massachusetts General Hospital en 2018. Publiée dans Brain Injury, elle conclut que quand le National Institute of Health observe des signes de dysfonctionnement cognitif dans seulement 3% de la population de cette classe d'âge, eh bien ce sont 71% des combattants étudiés qui en présentent. L'étude de référence, elle a été menée par la Cleveland Clinic en 2019. C'est la recherche la plus complète à ce jour parce que c'est une étude longitudinale qui a suivi 510 combattants, MMA et boxeurs professionnels sur 10 ans. Ces résultats révèlent des écarts très significatifs avec la population générale.
Concernant les troubles chroniques du sommeil, par exemple, qui affectent 10 à 30% de la population générale, selon l'Institut national du sommeil, l'étude révèle que 44,3% des combattants sont touchés. Quand l'OMS estime que 5% de la population souffre de syndrome dépressif, l'étude met en lumière que ce sont 53,7% des combattants qui montrent des signes cliniques de dépression. Et quand 3,5% de la population sont atteints de stress post-traumatique, ce sont 62,4% des combattants qui sont atteints de SSPT. L'UFC Performance Institute, en 2022, mène l'étude la plus large à ce jour. Elle couvre 687 combattants de 22 pays. Elle confirme notamment une surreprésentation de syndrome de stress post-traumatique, 3,5% dans la population générale, contre 64% des combattants. Ces comparatifs, ils mettent en lumière une surexposition dramatique des combattants vis-à-vis des troubles de la santé mentale. Les écarts avec la population générale sont particulièrement marqués pour le stress post-traumatique, près de 10 fois supérieur pour les combattants, et les syndromes dépressifs, plus de 10 fois supérieurs pour les combattants. Ajoute que ces résultats, ils pâtissent très probablement d'une sous-déclaration de ces problèmes. Ce ne sont pas des sujets qui sont abordés facilement dans ce milieu où dévoiler ses faiblesses, ça peut offrir des armes à l'adversaire. Le résultat, c'est que nous ne voyons que la face illuminée d'une réalité alarmante au travers de ces études. Mais en tout cas, elles soulèvent des questions cruciales sur la protection de la santé mentale des athlètes. Les conclusions que nous devrions tirer, selon moi, de ces études, c'est que la pratique du MMA, bien évidemment, c'est pas une surprise, elle n'est pas anodine. Mais aujourd'hui, nous avons à notre disposition des données précises qui nous permettent de mieux prendre la mesure de l'ampleur de la tâche. Ce qui se passe dans la cage, ça laisse des traces, oui. Les études sont là pour en attester. Et une fois que tu sors de la cage, il y a tout le reste autour, dont on ne parle jamais. La vie, tout simplement. Et bien sûr, elle impacte ton mental. Si une personne chère à ton cœur entre à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, si tes enfants traversent une période de trouble, si tu ne trouves pas de logement stable, si ta situation financière est précaire, les difficultés s'ajoutent aux difficultés. Elles génèrent un raz-de-marée qui emporte tout sur son passage. Un véritable chaos mental. Chaos mental. Au minimum du minimum, ça altérera ta lucidité dans ce moment crucial en plein combat. Ton niveau de performance, selon moi, il ne peut pas être décorrélé de ton état mental. Et tout ça, là, c'est pendant le combat. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Après le combat, il se passe quoi dans ta tête? Si ça s'est pas passé comme tu l'espérais. Si une fraction de seconde d'inattention a laissé passer ce high kick qui te met KO. Si une mauvaise blessure t'écarte plus longtemps que prévu de la cage. Comment on se relève au mieux de tout ça? C'est pas inné de trouver les ressources pour dépasser ça. Travailler ton mental, c'est comme travailler ton physique. Ça se fait avec méthode. Que tu sois combattant ou pas. Avant de te faire écouter le témoignage marquant de Dustin Poirier, j'espère que tu comprends bien que la situation à laquelle nous devons faire face, c'est que les problématiques liées au mental, c'est la norme dans le MMA. Ça n'a rien d'exceptionnel, même si on en parle peu. De grandes championnes et de grands champions, eux, ils se sont exprimés sur le sujet. Des témoignages trop nombreux, selon moi, pour être écartés d'un revers de la mitaine. Trop nombreux pour continuer avec les « non mais moi ça va ». Je me sens fort mentalement, j'ai pas besoin de travailler mon mental. Tu n'es pas faible en reconnaissant que c'est dans ton intérêt que de travailler ton mental. Les plus solides combattants n'évitent pas le problème. Daniel Cormier, superstar du MMA qui décroche 2 ceintures de champion UFC en poids lourd léger et en poids lourd. Chaque combat est un combat mental avant d'être un combat physique. La préparation mentale est aussi importante que la préparation physique. Un combat se gagne d'abord dans la tête. Max Holloway, légende des poids plumes dont il détient la ceinture UFC de 2017 à 2019, avant de décrocher celle de BMF en 2024. Le combat le plus difficile, c'est pas celui dans l'octogone. C'est celui contre moi-même, celui contre mes pensées. Personne ne voit les combats que tu mènes dans ta tête. TJ Dillashaw, auteur de l'une des performances les plus abouties de l'UFC en remportant la ceinture des poids coqs en 2014. Les blessures physiques guérissent. Les cicatrices mentales, elles restent gravées à jamais.
Et puis il y a Ronda. Ronda Rousey, c'est la championne la plus dominante de l'histoire de l'UFC. Elle a révolutionné le MMA. Avant elle, quand on demandait à l'UFC quand les femmes entreraient dans l'organisation, son président Dana White répondait jamais. Mais il change d'avis pour Rousey, trop bankable, qui remplit des salles, fait la couverture de Sport Illustrated. Dans la cage, c'est un show. Elle est expéditive, tellement expéditive qu'elle a connu qu'une seule fois le deuxième round lors de ses 12 premiers combats. 12 finitions, 12 exécutions. Se dresse alors sur sa route Holly Holm, multiple championne du monde de boxe anglaise qui compte 9 victoires pour 0 défaite en MMA. L'affrontement, il va choquer les fans. Rousey est battue. Pire, Holm termine la légende. Stupéfaction générale. Le MMA féminin découvre sa nouvelle reine. Rousey, elle, découvre la défaite. Et elle s'effondre littéralement. Honnêtement, je me suis dit, j'étais dans une salle d'examen médical et j'étais assise dans un coin. Qui suis-je si je ne suis plus ça? J'étais assise là et je pensais à me suicider. À cet instant précis, je n'étais plus rien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Difficile de trouver champion plus dominant que le Brésilien Anderson Silva. Il enchaîne 17 victoires consécutives de 2006 à 2013. Anderson Silva, il synthétise parfaitement le danger auquel sont exposés tous les combattantes et tous les combattants. Quand tu perds, ce n'est pas seulement ton corps qui souffre, c'est ton esprit qui est mis à nu. Tu ne perds pas seulement un combat, tu perds une partie de ton identité. Rose Namajunas, c'est l'une des combattantes les plus populaires de l'UFC. Alternant les performances tout aussi spectaculaires que ses contre-performances, elle n'a aucune fausse pudeur quand elle évoque la fragilité de sa santé mentale. Un combat est un sport mental. Je l'ai toujours dit, c'est 90% mental. Mon combat principal, c'est dans ma tête. Les répercussions d'une dégradation de la santé mentale, elles peuvent vraiment être dramatiques. Syndrome dépressif, addiction, isolement social, troubles cognitifs. Le sport, il devient alors un piège pour ton corps et un champ de bataille intérieur pour ton esprit. Le vrai combat, ce n'est pas de rentrer dans la cage, c'est de mettre KO ces démons intérieurs. Tu ne devrais convoiter qu'un seul titre mondial, ta santé mentale. La force, c'est de te relever encore et encore quand la vie va te coller un crochet plein nez, dans la cage ou en dehors. Tu es bien plus grand que ton record. Tu es une femme, tu es un homme, avec une vie dont la cage n'est qu'un passage. Accepter ça, prendre la décision qui s'impose à toi, de travailler sur ton mental comme tu le fais sur ton physique, elle est là, et nulle part ailleurs, ta vraie victoire. C'est celui-là, le combat de ta vie. C'est avant tout pour porter ce message-là et proposer des solutions que j'ai créé GoFighting, en maintenant le focus sur la performance, proposer une préparation mentale 360 degrés, holistique, qui replace la cage au cœur de ta vie. Ce que je veux avec GoFighting, c'est contribuer à une évolution des consciences, pour qu'ils deviennent aussi naturels aux combattantes et aux combattants de préparer leur mental, comme ils trouvent si naturel et crucial de préparer leur physique, pour inciter également celles et ceux qui ne sont pas combattants à muscler leur mental, eux aussi. Maintenant que je t'ai expliqué ça, eh bien revenons ensemble sur ce qui s'est passé pour Dustin Poirier après le fameux KO encaissé contre Gaethje. Après le combat contre Gaethje, j'ai traversé de vrais... Personne ne le sait,
Les personnes qui sont proches de moi savent que j'ai traversé de vraies luttes mentales. À quel point ça a été mal. Vraiment mal. Vraiment mal. Pire que ça n'a jamais été? Ouais, oh ouais. Est-ce que c'était au point de penser que tu ne pourrais plus jamais combattre? Oui, quelquefois. Pire que ça? Oui, pire, pire. Merde. Tu sais que le prochain pourrait ne pas aller dans ton sens. Comment tu fais pour t'assurer que ça ne se reproduise pas encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait peur? Oui, ça fait peur. Ça fait très peur. J'essaye de regarder les choses de façon un peu différente. Comme combattre est juste quelque chose que je fais. Ce genre d'état d'esprit. Parce que combattre était tout pour moi. C'était ma vie entière. Je jugeais qui j'étais en fonction du combat. C'était la personne que j'étais. Si je ne suis pas combattant, Dustin le combattant, qui suis-je? Et j'essaye de prendre du recul par rapport à ça, après la défaite contre Gaethje, quand j'étais dans cette merde. C'est juste quelque chose que je fais. Combattre est une partie de ma vie. C'était un véhicule pour nous mettre, ma famille et moi, là où j'avais besoin d'être, pour créer la fondation et aider les gens. C'était un véhicule pour mettre les choses à la bonne place. La vie continue. Et tu sens que tu es sorti de ça? Pour le moment, j'en suis sûr. Les derniers 2 mois, 2 mois et demi, je suis sorti de cette obscurité. As-tu parlé à d'autres combattants qui ont vécu ça? Non, mais à chaque fois que je voyais Volk parler, s'exprimer et être honnête, j'étais genre, nous vivons la même chose. Volk, c'est Alex Volkanovski. Il nettoie sa catégorie des moins de 66 kg avec une telle autorité qu'il est classé numéro 1 à l'UFC, toute catégorie de poids confondue. Quand il monte en moins de 70 affronter la terreur Islam Makhachev, il épate les observateurs en allant au bout des 5 rounds et semble mieux terminer le combat. Au point qu'un débat s'installe après la décision favorable à Makhachev. Volkanovski accepte une revanche à 12 jours de la date du combat. Une folie, alors qu'il n'est pas en camp d'entraînement. Ça pardonne pas. Il a éteint son high kick. Ce n'est plus qu'une formalité. Il va essayer de terminer. C'est terminé pour l'arrêter. Et victoire par KO des premiers rounds. Islam Makhachev. Alors là, il n'y a pas de débat. Là, il n'y a pas de débat. Waouh! Là, il n'y a pas de discussion. J'en avais besoin. Évidemment, beaucoup de gens diront que c'est pour l'argent et tout ça. Mais vous savez, c'était bien plus que ça. C'est dur. C'est vraiment dur pour les athlètes. Pardon. J'aurais jamais pensé que j'aurais du mal avec ça, mais je veux dire, pour une raison quelconque, quand je ne combattais pas ou que j'étais pas en camp, désolé. Je me prends juste la tête. J'avais besoin d'un combat. Cette opportunité se présente et je serai honnête, je n'étais pas entraîné autant que j'aurais dû, mais j'ai pensé que je devais le faire, que je devais le prendre. Évidemment, j'ai un peu de mal quand je combats pas, je me prends la tête, je ne sais pas comment. Tout va bien, j'ai une belle famille, mais je sais pas. T'as juste besoin d'être occupé. C'est pourquoi je demande à l'UFC de me laisser occuper. J'ai besoin d'être occupé, j'ai besoin d'être en camp, sinon je me prends la tête. J'ai commencé à faire une thérapie après le combat. Je pense que c'est important de s'ouvrir et de parler de comment tu te sens. Tu sais, on est tellement sous les lumières, à être les gars durs tout le temps, mais nous sommes des personnes aussi. Ça fait partie de l'état d'esprit. Dustin le combattant, mais qu'en est-il de Dustin?
Qu'en est-il de moi? Alors on fait quoi? On reste indifférent devant les témoignages? Quand circule une vidéo d'un combattant en souffrance, comme celle où Nick Diaz semblait complètement désœuvré il y a quelques semaines, alors qu'il était attendu pour un énième retour dans la cage. Nick! What? What are you doing? Are you okay? What's that for? Are you alright? Yes. On détourne le regard? Pour ma part, j'ai pris la décision d'agir, en échangeant sur ces sujets, sans me contenter de les effleurer, en proposant une méthode et des outils pour muscler ton cerveau. Combattant ou pas d'ailleurs. Parce que ton cerveau, il ne fait pas ce à quoi tu t'attends. Il fait ce que tu lui demandes avec précision. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast dédié au mental dans le MMA. Parce que les cerveaux des combattants sont en danger. Maintenant que tu connais les motivations de Go Fighting, si comme moi tu penses qu'elles sont importantes, si ce podcast t'a plu, t'a intéressé et que tu souhaites l'aider à se développer, alors envoie de la force. Il y en a toujours besoin au démarrage d'un tel projet. Like la vidéo, mets des étoiles sur ta plateforme de podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode de Go Fighting. Stop training, go fighting, start winning. Muscle ton cerveau. Les sports de combat, c'est pour les hommes, ou les brutes. C'est comme ça, c'est biologique. Et puis, t'as pas peur d'abîmer ton visage? Tu veux ressembler à un garçon manqué? Stop. Portons Egno, brisons les préjugés. Porter Egno, ce n'est pas seulement porter des vêtements. C'est aussi briser les préjugés sur la pratique féminine des sports de combat. C'est prouver que les femmes ont leur place sur un tatami, dans un ring ou dans une cage. Et c'est faire partie d'une communauté de femmes fortes et badass.